À Panem 360, nous sommes avec Cléo Palacio-Quintin, qui est présidente du conseil d'administration du groupe Le Vivier, mais surtout une artiste transdisciplinaire, flûtiste, compositrice, experte en art numérique, donc artiste visuelle aussi, et directrice d'un organisme qui produit différentes initiatives de création, Fiolutronics. Bonjour Cléo. Bonjour. Oui, donc, en tant que présidente du conseil d'administration du groupe Le Vivier, ben, Vivier Mix, ça tombe sous le sens pour vous. Oh oui, tout à fait. Oui, puis en fait, depuis les débuts du Vivier, il y a presque 15 ans maintenant, on a toujours eu cette série-là qui présente justement Vivier Mix, qui permet justement de présenter différentes œuvres de différents membres du Vivier, parce que comme le Vivier regroupe maintenant près de 60 organismes musicaux montréalais, donc ça a grossi au fil des ans, évidemment, mais toutes sortes de propositions, donc de musique nouvelle, de différentes esthétiques, de différentes tendances, tout ça. Donc, les Vivier Mix ont toujours permis justement de créer des événements où les spectateurs pouvaient être mis en contact avec différents ensembles, différents types d'œuvres. Donc, pour offrir une variété, en fait, dans la programmation. Oui, effectivement. Donc, c'est une espèce de courte pointe de la production de cette année ou de l'année précédente ou des années, il y a 2 ans, etc. Oui, ou souvent même des créations. Oui. Aussi. Donc, il y a des commandes là-dedans. Il n'y a pas strictement, c'est pas strictement, on va chercher des citations ou des exemples de ce qui s'est fait. On va aussi prendre des initiatives pour ce programme-là en particulier. Oui, ben en fait, c'est les membres du Vivier qui présentent eux-mêmes, qui choisissent qu'est-ce qu'ils ont envie de présenter, tout ça. Bon, le Vivier choisit des œuvres qui se marient bien, etc. Mais justement, là, dans mon cas, moi, je présente mardi une création dont la musique existe déjà, mais je fais une création, une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une création dans mon cas. Les 2 autres œuvres au programme, cette fois-ci, ne sont pas des créations, mais dans les Vivier Mix, ça a toujours été mélangé. Donc, il y a souvent eu des occasions où il y a eu des créations aussi. Est-ce que, enfin, essayez-vous de créer une cohésion entre les œuvres présentées ou bien, comme vous m'avez dit, que c'est libre à chaque organisme ou artiste ou société de concert ou encore formation ou ensemble de présenter ce qu'il veut. Lorsqu'on est membre du Vivier, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a une direction artistique permanente au Vivier. Donc, c'est Jeff Stonehouse qui a choisi quelles œuvres allaient être présentées. Ah, OK. Donc, il y a eu c'est ça. Donc, Jeff Stonehouse a fait le choix de coordonner les œuvres qui ont été présentées, je vois. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, vous êtes au courant quand même des autres œuvres qui vont être présentées. Bien, dans ce cas-ci, comme c'est dans le cadre de la semaine du 9, c'est un cas particulier, parce que moi, je vous parlais, les Vivier Mix, depuis plusieurs années, on en présente chaque année au Vivier, donc ça a varié un peu, mais la formule est toujours l'idée d'avoir différents membres du Vivier qui présentent différentes œuvres, donc une variété d'interprètes, de styles. Oui, je vois. Mais dans ce cas-ci, comme c'est la semaine du 9 qui tourne autour de l'œuvre de Pierre Jodorowsky, en fait, il va y avoir 2 œuvres de Jodorowsky au programme, mais interprétées par 2 ensembles différents de Montréal. Donc, en fait, il y a une œuvre qui est solo, mais qui va être présentée par André Leroux, qui est membre du quatuor de saxophone Quasar. Donc, c'est une œuvre pour saxophone ténor et électronique. Et l'autre, c'est une œuvre pour grand ensemble. Donc, c'est le Nouvel Ensemble moderne qui va interpréter aussi une œuvre de Jodorowsky avec vidéo. Et donc, c'est ça. Puis moi, comme je fais aussi du travail avec la vidéo, donc c'était d'où l'intérêt de présenter ça dans le même programme, en fait. Pourriez-vous élaborer sur votre propre œuvre, c'est-à-dire ce que vous avez préparé, de quelle façon, qu'est-ce qui l'a motivé, de quelle manière vous l'avez construite? Oui, bien en fait, mon œuvre, ça s'intitule Aléa, remous vaporeux. Et c'est une réflexion sur les différents états de l'eau. Donc, la matière qu'est l'eau, qui peut se transformer de multiples façons. Donc,
par différents cours d'eau naturels, la pluie, évidemment, des étangs, des remous, la vapeur, la brume, etc., la glace, donc les différents états de l'eau. En fait, ça fait partie d'une série d'œuvres. Donc, Aléa, pour moi, c'est un cycle d'œuvres sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant, où justement, j'explore un peu différentes matières comme ça, naturelles. J'ai beaucoup des œuvres, une sur les roches, une sur les volcans. Donc, celle que je vais présenter mardi, c'est celle sur l'eau. Et je travaille toujours, moi, avec mes hyperflûtes. Donc, c'est des flûtes traversières, mais avec une extension de capteurs électroniques. Et donc, ça me permet de faire du traitement électro sur mon son, mais avec des contrôles, donc en temps réel. Toujours, tout ce que je joue est généré par ma flûte acoustique, en fait, mais je transforme les sons électroniquement. Et votre flûte acoustique, c'est une flûte traversière? Oui, ben dans la pièce que je joue mardi, c'est une flûte traversière basse et qui est branchée, ouais, et donc qui a des capteurs dessus branchés directement dans l'ordinateur. Et donc, c'est ça, je module mon son, je transforme mon son. C'est un peu comme l'équivalent d'un guitariste qui joue avec plein de pédales, tu sais, qui peut faire plein d'effets, son son, tout ça. Mais moi, tout est dans mes mains, sur mon instrument comme tel. Oui, c'est un peu comme ce qu'avait fait, enfin, ce que fait encore Colin Stetson avec son saxophone basse ou baryton. C'est-à-dire, il met des capteurs, des capteurs sous les touches, et donc il utilise aussi, même il met des capteurs sur son corps. Donc, à la fois, il y a la percussion, du body percussion, et aussi, enfin, il y a toutes sortes de possibilités avec des capteurs. Et vous avez fait ça avec la flûte. Et il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'artistes, flûtistes qui ont fait ça jusqu'à maintenant, non? Non, à ma connaissance, il y en a très, très peu. Puis, en fait, dans mon cas, moi, je suis probablement, je suis parmi les pionnières, là, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je joue avec une flûte augmentée. Donc, ça fait longtemps. Et ça vous permet d'explorer d'autres textures que l'instrument en tant que tel, que celles offertes par l'instrument en tant que tel, c'est-à-dire, bon, on a souvent eu cette discussion-là avec les musiciens qui usent d'instruments entre guillemets traditionnels ou des musiciens, en fait, des machines qui ont été inventées au 18e, au 19e siècle, qu'on utilise aujourd'hui. Mais maintenant, avec les techniques étendues, la possibilité de mettre des capteurs, on peut vraiment augmenter considérablement non seulement la technique, mais le vocabulaire de l'instrument lui-même, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui. C'est pour ça que moi, je me suis lancée là-dedans pendant mes études de maîtrise en flûte. En fait, je me suis lancée dans les techniques étendues, tout ça, et rapidement, j'ai voulu intégrer l'électronique, mais je voulais garder justement ma dextérité de flûtiste. Je voulais garder le contrôle du son entre mes mains. Donc, c'est pour ça que j'ai développé tout ce système de capteurs-là pour pouvoir moi-même faire les transformations électroniques, en fait, de mon son. Oui. C'est pas un moyen pour évacuer la technique ou l'oublier ou l'éviter. Non, c'est pour la rehausser. Souvent, il y a des préjugés, il y a des gens qui disent, bon, les gens qui font des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont un petit peu moins bons que les flûtistes ou les saxophonistes normaux, ce qui est totalement faux dans les faits. C'est pas le cas, effectivement. Ouais. Donc, vous avez vraiment une formation classique, en musique classique, puis j'imagine en musique contemporaine, c'est ça? Oui, ouais. Oui, c'est ça. J'ai une maîtrise en flûte et ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai fait un doctorat en composition électroacoustique. Donc là, j'ai vraiment spécialisé dans le traitement électro, justement. Puis, c'est là que je me suis mis aussi à intégrer beaucoup de la vidéo aussi dans mes œuvres, en utilisant les mêmes systèmes de capteurs, en fait, parce que là, je transforme aussi la vidéo en direct, de la même façon que je fais avec le son. Vous allez beaucoup dans la nature, je comprends bien. C'est l'eau, les roches. Vous devez être en forêt ou dans des zones sauvages assez souvent, puisque vous en tirez de la matière à création. Oui, j'en tire de la matière à création, mais qu'évidemment qu'ensuite, je travaille, je peaufine, je transforme beaucoup. Oui. Donc, vous allez pouvoir voir ça mardi dans mes vidéos. Il y a effectivement des sources qui sont
de l'eau, des ruisseaux, de la pluie, des trucs du genre. Mais il y a aussi des œuvres plastiques que j'ai faites sur papier, donc qui évoquent l'eau, mais qui ont été faites sur papier. Donc, dans ce cas-ci, en fait, j'intègre une œuvre lithographique et une faite en sérigraphie aussi, par exemple. De votre studio qui l'avait fait. Oui. Ouais. Vous faites tout. Vous êtes vraiment intéressé à toucher à toutes sortes de médiums et donc, et vous en faites un tout cohérent, évidemment, d'un point de vue artistique. C'est le but. Alors, donc, c'est une œuvre tout à fait récente que vous allez présenter? Oui, bien en fait, ce grand cycle Aléa, ça fait déjà 5 ans que je travaille sur ce cycle-là. C'est un long processus parce que justement, je développe en parallèle des œuvres justement multi comme ça, médias, avec à la fois la musique, le traitement électro, c'est ça, je fais tous les éléments, composition, vidéo, tout ça. Et certaines sont que visuelles aussi. Il y a différentes variations. Et je suis en train de faire une application, donc un genre de jeu vidéo qui va pouvoir permettre d'explorer toutes ces œuvres-là sur iPad. Puis donc, ben, c'est ça, c'est un très gros projet, donc ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Et en fait, Remous Vaporeux, la pièce que là, on va entendre, j'avais déjà créé la musique. Je l'ai déjà présentée une fois en spectacle, d'ailleurs, à Montréal, il y a quelques années, avec l'ensemble Super Musique, dans le cadre d'un concert de l'ensemble Super Musique. On avait joué cette œuvre-là, mais un court extrait. C'était en 2021, je crois, si je m'en souviens bon. Mais à ce moment-là, ce n'était pas possible de présenter le visuel et tout ça, et qui n'était pas terminé de toute façon. Donc là, depuis, je travaille encore sur les réalisations visuelles, mais cette musique-là a déjà été enregistrée pour mettre sur le jeu vidéo, justement, mais qui est en création aussi. Oui. Mais je n'avais toujours pas terminé la version visuelle. Et donc là, c'est une toute nouvelle version. La vidéo, en fait, c'est vraiment une création mardi. J'ai intégré des œuvres très récentes, donc, que j'ai fait. Souvent, les artistes voient leurs œuvres comme des continuums. C'est un peu ce que vous faites, si je comprends bien, parce que vous êtes dans un cycle, vous ajoutez des choses, vous en retirez d'autres, vous transformez ce que vous avez construit et ça se poursuit jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, ben en fait, j'intègre beaucoup d'improvisation, moi, dans mes œuvres. C'est pour ça que je m'intéresse au traitement électro en direct. Je n'utilise jamais de trame enregistrée d'avance. Je joue toujours vraiment avec du traitement direct parce que j'aime pas que les pièces soient fixées, qu'elles soient... pour moi, chaque performance, c'est une nouvelle œuvre. Elle se régénère à chaque fois, elle se renouvelle. Bon, il y a quand même tout un aspect compositionnel qui fait qu'on reconnaît l'œuvre, c'est la même œuvre, mais dans ses détails, elle se recrée à chaque interprétation. Et donc, ça fait partie de mon ADN d'artiste qui aime improviser comme musicienne. Donc, j'intègre ça effectivement dans toutes mes œuvres. Et le fait que j'utilise différents médias aussi, je représente mes œuvres à différents moments, de différentes façons, dans différents contextes. Donc là, ça va être une version en concert, mais c'est une œuvre, comme je disais là, je la prépare dans le jeu vidéo. Ça va être une autre itération de cette œuvre-là qui va être un peu différente. La part de l'improvisation dans vos œuvres, vous donnez-vous des lieux ou des moments spécifiques pour improviser? Comment est-ce structuré? Comment accueillez-vous l'improvisation dans vos structures? Ben, en fait, ça varie énormément d'une œuvre à l'autre. J'ai des pièces que j'ai complètement écrites du début à la fin, d'autres qui sont totalement ouvertes, d'autres entre deux. J'utilise beaucoup de partitions graphiques aussi, souvent, qui vont donner des indications aux musiciens, mais pas nécessairement textuellement exactement ce qu'ils doivent jouer, mais des indications ou des moments où ils doivent jouer ou pas, etc. Mais donc, c'est difficile de répondre à la question parce que c'est vraiment très variable d'une œuvre à l'autre. Mais dans le cas de celle qu'on joue mardi, en fait,
c'est totalement improvisé. Il n'y a pas de structure préétablie, il n'y a pas de... mais je joue seulement en duo avec Bernard Falaise, qui est un collègue avec qui je travaille depuis des années, qui est à la guitare électrique. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, on a beaucoup répété, on a beaucoup joué l'œuvre ensemble. Donc, il y a toute une transmission, je dirais, orale qui s'est faite de l'esprit de l'œuvre, quel type de son utiliser. On a travaillé en studio ensemble, donc là, je lui dis, ah oui, ça, oui, garde ça, utilise ce type de son-là, ça, non. Donc, il y a quand même si c'est totalement improvisé, il ne va pas arriver là et jouer n'importe quoi. Donc, tu sais, c'est vraiment... il y a déjà... L'œuvre a un son qu'on a développé ensemble, en fait. Et donc... et le but, c'est que, justement, c'est une œuvre qui pourrait être jouée à l'infini. Elle n'a pas de forme, de début, de fin. D'où mon intérêt, justement, à développer un jeu vidéo. C'est que dans le jeu vidéo, vous allez pouvoir l'écouter à l'infini. La pièce va constamment se renouveler. Elle n'a pas de fin. Donc, vous arrêtez d'écouter quand vous avez envie d'arrêter. Mais bon, évidemment, pour le concert, on a des contraintes de temps. Donc là, on est obligé de jouer juste 15 minutes. Donc, ça va donner une interprétation différente de la chose, évidemment. Ah oui, je vois. De toute façon, l'improvisation est toujours un discours organisé qui sort de l'inconscient. Oui, mais qui se crée en direct. En direct, c'est ça. C'est ça. Dans ce cas-là, justement, c'est ça. Cette œuvre-là, on n'a pas de partition, il n'y a pas de consigne précise au départ, mais il en ressort une cohésion, une cohérence. Oui, tout à fait. Comme je dis, qui a été développée au fil des répétitions. Excellent. Alors donc, écoutez, Cléo Palacio-Quintin, directrice de Phiolutronic et qui est présidente du conseil d'administration du Vivier et qui est flûtiste, compositrice, improvisatrice, artiste visuelle, artiste transdisciplinaire. Merci beaucoup et bon concert. Merci infiniment.